L'anime commence par montrer deux ouvriers de Shoshide descendus dans la grotte sombre et inquiétante. Ils savaient que leur mission était dangereuse. Ils recherchaient la légendaire épée démoniaque Zolgewin, une arme maudite censée être faite de sang de démon et capable d'accorder un grand pouvoir à son porteur. Mais les ouvriers savaient qu'un tel pouvoir avait un coût élevé et ils étaient déterminés à récupérer l'épée avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Pendant ce temps, dans un train se dirigeant vers la grotte, l'administrateur Miura et Ishiju Seiya faisaient leur propre plan pour mettre la main sur l'épée démoniaque. Ishiju, qui ne connaissait que trop bien l'ambition de Miura, avertit son compagnon d'être prudent et de ne pas laisser sa soif de pouvoir le consumeur. Car si Miura devait manier l'épée avec insouciance, lui aussi pourrait être victime de sa malédiction et devenir lui-même un démon. Alors que les deux hommes s'approchaient de la grotte, ils ne pouvaient que se demander quels dangers et défis les attendaient dans ces profondeurs. Alors que les deux travailleurs de Shoshide s'enfonçaient plus profondément dans la grotte, l'un d'eux commença à raconter une histoire sombre et troublée. Il a parlé d'une époque où la région romaine était attaquée par des barbares brutaux, qui massacraient quiconque se trouvait sur leur passage. Désespéré d'avoir de l'aide, un prêtre de Rome a prié Dieu pour le salut, mais ses prières sont restées sans réponse. Dans son désespoir, le prêtre se tourna vers le diable, implorant une intervention. Le diable, voyant une opportunité de semer le chaos et la destruction, répondit à la prière du prêtre en envoyant un chevalier squelette brandissant l'épée démoniaque Zolgewin. Avec l'arme maudite en main, le chevalier massacra non seulement les barbares, mais aussi les innocents villageois de Rome. Et ainsi, l'épée démoniaque Zolgewin est devenue une arme maudite et redoutée, son pouvoir recherché par ceux qui sont prêts à risquer leur propre âme pour l'utiliser. Alors que les deux travailleurs de Shoshide poursuivaient leurs recherches, ils aperçurent finalement l'épée démoniaque Zolgewin, qui brillait derrière un mur tenu par une statue lumineuse. Mais alors qu'ils s'approchaient pour le récupérer, ils furent interrompus par l'arrivée de Miura et Ishiju, qui étaient venus chercher l'épée pour eux-mêmes. Une féroce fusillade a éclaté alors que les ouvriers de Shoshide se battaient pour protéger l'arme maudite. Mais dans le chaos, Miura a vu une opportunité de saisir l'épée pour lui-même. Il ordonna à Ishiju de prendre l'épée démoniaque Zolgewin, et avec un lancer rapide et précis de son disque, Ishiju frappa le cou de l'un des ouvriers de Shoshide et récupéra l'épée. Avec l'épée démoniaque en main, Ishiju retourna rapidement au quartier général de Miura, où il fut accueilli avec des éloges pour son accomplissement rapide et efficace de la tâche. Et ainsi, l'épée démoniaque Zolgewin, avec tout son pouvoir sombre et dangereux, est passée sous le contrôle de Miura et de son organisation. Alors qu'Ishiju se préparait à quitter le quartier général, Miura a exprimé son espoir qu'ils travailleraient ensemble sur une autre mission à l'avenir. Cependant, Ishiju n'en était pas si sûr. Il avait l'intention de prendre un repos long et bien mérité, et il n'était pas sûr d'être prêt à assumer une autre mission dangereuse si tôt. Plusieurs années ont passé et l'épée démoniaque Zolgewin est restée entre les mains de Miura et de son organisation, Shoshide. Mais leur possession de l'arme maudite n'est pas passée inaperçue. Un groupe d'officiers Shoshide a assiégé un bateau de croisière, à la recherche d'un homme qui serait en possession d'une épée maudite. Alors que les policiers entouraient l'homme, il a fait semblant de rendre son arme, mais alors qu'il l'attrapait, il a sorti une arme et a tenté de riposter. Ses efforts ont cependant été vains, car les officiers l'ont rapidement maîtrisé et l'ont abattu. Mais alors qu'il était mourant, l'épée maudite a libéré une rafale de flammes qui a mis le feu au bateau de croisière, le faisant exploser dans une énorme boule de feu. L'épée démoniaque Zolgewin avait fait une nouvelle victime, et son pouvoir obscur semblait ne connaître aucune limite. Alors que Miura s'approchait de la chambre où était conservée l'épée démoniaque Zolgewin, il pouvait sentir une énergie inquiétante émanant de la pièce. Malgré ses appréhensions, il entra et s'approcha du tube de stockage qui contenait l'arme maudite. Alors qu'il touchait la poignée de l'épée, il fut immédiatement consumé par son pouvoir obscur, le transformant en un démon voué à la destruction. Dans une autre partie de la ville, un groupe de personnes s'était rassemblé dans un temple pour effectuer un rituel de purification de l'épée Shiryu, qui avait été entachée d'une aura maléfique. L'homme qui dirigeait la cérémonie a commencé par prélever une petite quantité de son propre sang et l'a fait couler sur l'épée Shiryu, qui était enveloppée dans un tissu blanc. Lorsque le sang a touché la lame, le tissu a commencé à briller d'une puissante énergie magique. C'était comme si l'épée était devenue vivante, buvant l'offrande de sang et l'utilisant pour se débarrasser des ténèbres qui l'avaient contaminée. Alors que le rituel de purification de l'épée Shiryu atteignait son apogée, quelque chose s'est terriblement mal passé. L'homme qui dirigeait la cérémonie, vaincu par l'énergie malveillante de l'épée, était possédé par l'arme et commença un saccage, massacrant tout le monde dans le temple. Takeshi et sa femme enceinte Wakaba rentraient chez eux après une virée shopping lorsque la tragédie a frappé. Alors que Wakaba avançait, Takeshi fut attaqué par le chef rituel, qui avait été possédé par l'épée Shiryu. Malgré tous ses efforts, Takeshi n'était pas à la hauteur de la force surnaturelle de l'homme et a été tué. Lorsque le chef du rituel revint à lui, il fut horrifié de découvrir qu'il avait pris une vie. Hanté par le souvenir de ce qu'il avait fait, il s'enfuit, ne sachant vers qui se tourner ni quoi faire ensuite. Au lendemain de la mort de son mari, Wakaba a saisi l'opportunité de prendre possession de l'épée Shiryu. Cependant,
Elle ignorait que l'arme était encore contaminée par une puissance maléfique, et alors qu'elle la touchait, elle aussi était possédée par ces ténèbres. Alimentée par le chagrin et la rage, Wakaba s'est retournée contre le chef rituel qui avait tué son mari, libérant toute la force de l'énergie malveillante de l'épée Shiryu contre lui. Pendant ce temps, dans les rues de la ville, Miura, possédé par l'épée démoniaque Zolgewin, a été confronté à une escouade de troupes Shoshide qui ont tenté de le persuader de se rendre. Mais Miura, consumé par le pouvoir de l'épée, refusa de céder et déclencha à la place un barrage de flammes de la lame du Zolgewin, attaquant les soldats avec un abandon téméraire. Alors que Miura se déchaînait dans la ville, un autre personnage est apparu sur la scène, brandissant une autre épée maudite. Cet homme, un épéiste habile, a défié Miura en duel, et les deux hommes se sont transformés en Buzoma, de puissants guerriers démons enfermés dans le combat. Malgré l'habileté de l'homme, il n'était pas à la hauteur de Miura, qui l'a facilement vaincu avant de disparaître dans la nuit. Le même soir, un forgeron nommé Amon se promenait dans la forêt lorsqu'il est tombé sur un spectacle choquant, Wakaba, pendu à un arbre, sa vie écourtée par sa propre main. À proximité, il remarqua un petit garçon tenant l'épée Shiryu et, ressentant de la compassion pour l'enfant, il le ramena chez lui. Les années ont passé et le petit garçon est devenu un jeune homme nommé Sayaka Ogata. Un jour, alors qu'elle déjeunait avec deux amis dans le parc, ils lui ont demandé de se joindre à eux pour un karaoké. Mais Sayaka a refusé, invoquant son emploi du temps chargé. Ses amis ont également remis en question sa décision de refuser Otsuka, qui avait récemment avoué son amour pour elle. En entendant la question de ses amis sur Otsuka, Sayaka a souri et a expliqué qu'elle n'avait tout simplement pas le temps de sortir ensemble pour le moment. Après l'école, elle a rencontré un jeune homme nommé Ge et l'a invité au karaoké que ses amis lui avaient mentionné pendant les pauses. Cependant, Ge a refusé, déclarant qu'il était occupé à forger des épées, ce qui a frustré Sayaka. Elle a essayé d'interférer avec son travail, mais a été rapidement interrompue par l'arrivée de Tatsumi, qui a réprimandé Ge pour ne pas se concentrer sur son travail. Bien que Sayaka ait essayé de prendre le blâme pour l'interruption, Tatsumi s'est excusé auprès de Ge et a pris la responsabilité de la situation. À ce moment-là, Amon a semblé rompre la dispute et a rappelé à Sayaka, qu'il considérait comme sa fille, qu'elle avait le devoir de se préparer à devenir prêtre en nettoyant l'épée Shiryu. Avant de procéder au rituel, Amon a emmené Ge sur une colline où sa mère a été enterrée. Là, il a interrogé Ge sur ses plans pour l'avenir, maintenant qu'il était assez vieux pour déterminer son propre chemin. Ge a admis qu'il n'avait pas d'objectif particulier et a supplié Amon de lui permettre de rester chez lui et de devenir un fabricant d'épées. Pendant ce temps, Naoki Miki, membre du Shoshide en mission pour obtenir l'épée Azote, assistait à une vente aux enchères à la recherche de l'arme légendaire. Alors qu'il s'approchait de la vitrine où l'épée d'Azote était exposée, il l'examina attentivement, confirmant son authenticité. Alors que Miki admirait l'épée Azote, il a été approché par Marcus Lito, qui avait également l'œil sur l'arme. Marcus a expliqué qu'il espérait utiliser l'épée pour guérir sa paralysie et a parlé à Miki de la légende de l'épée d'Azote. Selon l'histoire, l'alchimiste Paracels avait conclu un pacte avec le diable, vendant son âme en échange des connaissances nécessaires pour créer la pierre philosophale. Mais lorsque Paracels a rompu sa promesse, le démon qu'il avait invoqué a été scellé dans la pierre, qui a ensuite été incrustée dans l'épée d'Azote. De retour à la maison d'Amon, Tatsumi est tombé sur Ge dans la salle de stockage de l'épée alors qu'il se préparait à effectuer le rituel de nettoyage de l'épée. Tatsumi, qui n'aimait pas Ge, est allé parler avec Amon et l'a informé de ce qu'il avait vu. Amon a expliqué que Ge avait été choisi pour donner son sang pour nettoyer l'épée Shiryu, c'est pourquoi il avait été dans la salle de stockage. Cependant, Tatsumi est resté sceptique et peu convaincu, exprimant sa frustration qu'Amon fasse confiance à Ge pour une tâche aussi importante. Il a révélé que Ge avait été retrouvé dans la forêt alors qu'il était bébé, tenant l'épée Shiryu dans sa main, et il ne pouvait toujours pas accepter le fait que Ge ait été choisi pour ce rôle. Déterminé à empêcher le rituel de nettoyage à l'épée d'avoir lieu, Tatsumi a commencé à comploter. La nuit suivante, alors que tout le monde se rassemblait pour accomplir le rituel de nettoyage de l'épée Shiryu, la pièce était remplie d'un sentiment d'anticipation. Pour éviter d'être affecté par le pouvoir maléfique de l'épée, tout le monde dans la pièce avait les yeux bandés, à l'exception de Sayaka, qui devait servir de prêtresse pour la cérémonie. Alors que Sayaka entrait dans la salle rituelle, elle se dirigea vers Ge, qui se préparait à se couper pour offrir son sang à l'épée Shiryu. Mais avant que le rituel ne puisse être terminé, Tatsumi, rempli de jalousie et de ressentiment envers Ge, enleva son bandeau et invoqua une figure démoniaque pour posséder et contrôler Sayaka. Le démon possédé Sayaka s'est retourné contre Tatsumi, avec l'intention de le tuer. Ge, qui avait été témoin des actions de Tatsumi, a tenté d'intervenir et de protéger Sayaka, mais ses efforts ont été vains. Dans la lutte, Ge a été frappé par l'épée Shiryu et a perdu son bras droit. Une semaine plus tard, Sayaka restait préoccupée par Ge, qui souffrait de douleurs sévères et incurables. Ressentant de la compassion pour la souffrance de Ge, Amon se rendit dans la pièce où l'épée Shiryu était conservée et parla à l'arme, l'implorant de protéger Ge.
Après avoir fait son plaidoyer, il s'est mis au travail pour forger l'épée Shiryu dans un nouveau bras pour Gai, déterminé à soulager sa douleur. Pendant ce temps, sur le lieu de la vente aux enchères, une grande foule s'était rassemblée pour enchérir sur l'épée d'Azoth. Mickey et Marcus ont été vus en compétition féroce pour l'arme, et à la fin, c'est Mickey qui est sorti victorieux, plaçant l'offre la plus élevée et obtenant l'épée Azoth. Il a contacté Kyoka Kagami pour l'informer de son succès et a promis de ramener l'épée au siège de Shoshide dès que possible. Alors que Mickey retournait au quartier général de Shoshide avec l'épée Azoth, il fut pris en embuscade par Marcus et ses hommes, qui cherchaient à prendre l'arme pour eux-mêmes. Mickey a été contraint de se défendre, tirant son épée Falcon pour combattre les attaquants. Juste à ce moment, Miura est apparu sur la scène, brandissant la puissante épée Zolgewin. Bien qu'il ait été averti par Kyoka de s'enfuir, Mickey a courageusement tenu bon et a combattu Miura, déterminé à protéger l'épée d'Azoth. De retour chez Hamon, Gai a été surpris de se réveiller et de constater que son bras manquant avait été remplacé par une prothèse en fer fabriquée à partir de l'épée Shiryu. Il regarda l'arme avec émerveillement, reconnaissant pour le cadeau inattendu qui lui permettrait de continuer sa vie de fabricant d'épées. Alors que la bataille entre Mickey et Miura faisait rage, Miura s'étant transformé en un puissant Busoma, Mickey s'est retrouvé submergé par la force de l'épée Zolgewin. Désespéré de s'échapper, il se retira dans sa voiture et s'enfuit précipitamment. Cependant, alors qu'il s'éloignait, il s'est rendu compte que l'épée d'Azoth avait été volée par Marcus et qu'il était maintenant les mains vides. Le lendemain matin, Gai a rendu visite à Hamon pour poser des questions sur l'épée Shiryu qui avait été forgée dans son nouveau bras. Hamon a expliqué que l'arme avait été l'épée protectrice de Gai à la naissance, et maintenant elle lui servirait de main droite et de protecteur complet. Gai écoutait en silence, reconnaissant envers Hamon pour le cadeau qui lui avait été offert. Lorsque Sayaka a rencontré Gai, qui s'était complètement remis de ses blessures, elle a ressenti un grand sentiment de soulagement et de joie. Gai lui a parlé de la décision d'Hamon de détruire l'épée Shiryu afin de créer son nouveau bras, et Sayaka a compris que c'était un témoignage de l'amour et du désir d'Hamon de le protéger. Plus tard dans l'après-midi, alors que Tatsumi raccompagnait Sayaka de l'école, il l'a attrapée avec force et l'a tirée dans la forêt qu'il traversait. Là, il a révélé qu'il avait des sentiments pour elle et prévoyait de la kidnapper par dépit envers Hamon, à qui il en voulait d'avoir choisi Gai comme successeur de l'épée Shiryu. Alors que Tatsumi menaçait Sayaka, Gai arriva juste à temps pour la sauver. Cependant, la vue de Tatsumi rendit Gai furieux, et il était possédé par le pouvoir maléfique de l'épée Shiryu. Il a ordonné aux démons à l'intérieur de l'arme de tuer Tatsumi, qui avait l'air terrifié à l'idée de faire face à un Gai possédé. Mais les cris de Sayaka pour que Gai revienne à ses sens ont réussi à le faire sortir de la possession avant qu'il ne puisse blesser Tatsumi. Gai a été frustré par l'insistance constante de l'épée Shiryu à tuer, et il s'est retiré dans une pièce de la maison d'Hamon, où il s'est cogné la tête pour tenter de faire taire les commandes de l'arme. Dès lors, il prit la décision de détruire la main faite de l'épée Shiryu, déterminé à se débarrasser de l'influence maléfique de l'arme. Alors que Sayaka rattrapait Gai et le serrait dans ses bras, le suppliant de ne pas se faire de mal, la voix de l'épée Shiryu disparut soudainement, laissant Gai en paix. En même temps, Tatsumi avait été possédé par le pouvoir d'une lance démoniaque, poussé par son envie de Gai. Il a assommé Sayaka et a commencé à attaquer Gai, libérant ses pouvoirs démoniaques contre lui. Gai a eu du mal à se retenir, conscient de l'envie de tuer de l'épée Shiryu et déterminé à ne pas être contrôlé par son pouvoir maléfique. Mais alors que la bataille faisait rage, la force de l'épée a commencé à le dépasser, et il s'est retrouvé à combattre Tatsumi dans la forêt, pris dans l'influence mortelle de l'arme. Hamon, sentant l'aura sanguinaire de l'épée Shiryu, quitta la pièce à la recherche de la source de l'énergie. À sa grande surprise, il trouva Sayaka inconscient dans une des pièces de sa maison. Pendant ce temps, le combat entre Gai et Tatsumi a continué, à leur insu qu'ils étaient surveillés par un hélicoptère Shoshide planant au-dessus de la forêt. De retour au quartier général de Shoshide, Kyoka et Marcus ont reçu des nouvelles d'une chrysalide et d'un Busoma se battant dans la forêt. Cependant, Kyoka trouva étrange que les chrysalides, Gai, semblent avoir le dessus sur les Busoma généralement plus puissants. Tatsumi, qui avait commencé à se transformer en Busoma, se trouva submergé par la force de Gai et décida de fuir. Pendant ce temps, Gai a repéré l'hélicoptère Shoshide qui le surveillait et a attaqué l'avion avant de retourner à la maison d'Hamon. En arrivant là-bas, il a été accueilli par Hamon, qui avait réussi à le sauver de se blesser car le pouvoir maléfique de l'épée Shiryu s'était emparé de lui. Avec l'influence du démon neutralisé, Gai est revenu à son état normal. Le lendemain, Sayaka remarqua quelque chose d'étrange à propos de Gai, il semblait avoir régressé en âge, ressemblant davantage à un bébé. Hamon, après avoir reçu le rapport de Sayaka, soupçonna que le pouvoir de l'épée Shiryu avait fusionné avec Gai, le faisant renaître. Pendant ce temps, Tatsumi, qui s'était complètement transformé en Busoma, s'est caché dans la forêt et a attaqué tous les animaux ou les personnes qui passaient par là. Cette nuit-là, Kijetsu a amené Ishiju voir Hamon, cherchant la vérité sur la fabrication de l'épée Shiryu. Hamon a expliqué que selon la légende, l'épée Shiryu a été forgée à partir d'un dragon. Peu de temps après,
Ishiju a rencontré Ge et l'a invité à venir au siège de Shoshide, espérant que cela l'aiderait à découvrir sa véritable identité et le sort qui l'attendait. Ge accepta l'offre et ils entreprirent leur voyage vers le siège de Shoshide. En cours de route, Ishiju a pris le temps de rencontrer sa petite amie, Kei, et de déjeuner chez elle. Ge a été surpris de voir que la petite amie d'Ishiju était beaucoup plus âgée que lui, et il a posé des questions à ce sujet. Ishiju a expliqué qu'il était un chrysalise, possédé par le pouvoir d'une arme maudite qui finirait par le transformer en Buzoma. Pour retarder la transformation en Buzoma, les chrysalides doivent être congelés et placés en état de sommeil. Ils sont ensuite gardés jusqu'à ce qu'il soit nécessaire et réveillés lorsque leur pouvoir est requis. Ishiju a dit à Ge qu'il avait dormi pendant 16 ans, et pendant ce temps, son corps était gelé, le faisant paraître plus jeune que sa petite amie. Après avoir partagé cette information avec Ge, Ishiju est allé à l'intérieur pour rencontrer Kei, qui attendait depuis longtemps qu'il se réveille. En attendant Ishiju, Ge est allé se promener en ville et a été attiré par un dépliant annonçant des combats à l'épée. Intrigué, il se rendit sur les lieux, qui étaient déjà remplis de spectateurs attendant le début du combat à l'épée. Sur scène, l'hôte a présenté un challenger qui combattrait Midoriko, le champion de combat à l'épée. La foule a éclaté en acclamation quand ils ont découvert qu'elle serait en compétition. Pendant ce temps, chez Kei, Ishiju passait du temps avec la femme qu'il aimait en dansant ensemble. Après avoir accidentellement marché sur son pied, ils ont arrêté de danser et il a aidé à repeindre ses ongles. Ishiju a ensuite demandé à Kei ce qu'elle voulait faire d'autre pendant qu'ils étaient ensemble. Elle a dit qu'elle voulait visiter un lac où ils étaient souvent allés dans le passé. Sans hésitation, il accepta sa demande et Kei se dirigea joyeusement vers sa chambre pour se préparer. Au même moment, un message automatisé sur le téléphone de Kei a sonné et Ishiju a appris que son infirmière lui avait conseillé de ne pas rester seul car son état de santé empirait. Malgré cela, ils décidèrent d'aller au bord du lac, et Kei semblait très heureuse de passer du temps avec l'homme qu'elle aimait là-bas. Cependant, elle a dû rentrer chez elle lorsqu'elle s'est évanouie en marchant au bord du lac. Dans la chambre de Kei, Ishiju a vu une robe de mariée qu'elle avait gardée, attendant qu'il lui propose. Après que Kei ait mis la robe, Ishiju lui a proposé alors qu'elle était allongée sur son lit malheureusement. Peu de temps après, Kei est décédé. Midoriko est sorti victorieux d'un combat à l'épée, pour être confronté à l'homme vaincu dans une ruelle étroite. Furieux de sa défaite, il a brutalement attaqué Midoriko, la laissant meurtrie et battue. Juste à ce moment, une épée mystérieuse est apparue et a appelé Midoriko par son nom. Elle tendit la main et saisit l'épée, et fut immédiatement consumée par une force maléfique. Vaincu par le pouvoir de l'épée, Midoriko a commencé à attaquer l'homme qui venait de lui faire du mal. Ge, qui était à proximité, s'est précipitée vers Midoriko et l'a supplié d'arrêter ses actions violentes. Cependant, elle a été complètement maîtrisée par l'énergie sombre de l'épée et s'est retournée contre Ge, l'attaquant avec férocité. Les deux se sont engagés dans une bataille féroce, mais Ge n'était pas à la hauteur de la puissance de l'épée mystérieuse. Alors que les choses semblaient désastreuses, Ishiju est arrivé sur les lieux et a tenté d'attraper Midoriko avec son disque. Elle a cependant pu esquiver l'attaque et s'est enfuie. Ishiju s'est ensuite occupé de Ge et l'a exhorté à quitter la région. La scène passe sur un bateau de croisière montrant Yasuko Tanaka et ses compagnons étaient à bord d'un bateau de croisière, à la recherche du trésor des pirates Trolla. Alors que Yasuko sirotait sa boisson, une femme de chambre s'est approchée et l'a informé qu'un coffre au trésor avait été découvert. Yasuko se précipita avec impatience vers le coffre, mais en l'ouvrant, elle fut déçue de constater qu'il ne contenait que des bouteilles de champagne d'un navire qui avait coulé dans ses eaux. Ce n'était pas le trésor qu'elle cherchait. Cette nuit-là, Yasuko et ses compagnons se sont réunis pour discuter de leur plan après avoir trouvé le coffre au trésor des pirates Trolla. Billy et Dick ont proposé d'utiliser l'argent de la vente du trésor pour créer une ferme. Le capitaine du navire a dit qu'il achèterait un nouveau navire avec sa part du trésor. Cependant, un professeur d'archéologie qui avait rejoint leur mission avait un objectif différent en tête. Il n'était intéressé que par le galon Hammer, une arme légendaire appartenant aux pirates Trolla et recherchée depuis la Grèce antique. Le professeur a expliqué que le roi de la Grèce antique avait offert un grand prix aux chevaliers qui remportaient un tournoi et combattaient courageusement dans l'arène. Selon la rumeur, le gagnant recevrait également une épée fabriquée par Galon, un forgeron renommé de l'époque. Cependant, un chevalier qui voulait désespérément l'épée est venu et a tué Galon. Le fils de Galon, qui pleurait la mort de son père, entendit soudain le bruit d'un marteau possédé qui l'appelait. Il lui ordonna de venger la mort de son père. Déterminé à accomplir cette tâche, le fils de Galon est arrivé au tournoi pour affronter le chevalier qui avait tué son père. Malgré sa victoire, le roi a traité le fils de Galon avec divers aliments empoisonnés, dans l'espoir d'acquérir le marteau pour lui-même. Cependant, le roi fut bientôt possédé par le mal au sein de Galon Hammer et tua les membres de sa propre famille. Le lendemain, Yasuko et ses compagnons ont finalement localisé le coffre au trésor qu'ils cherchaient. Mais leur joie fut de courte durée lorsqu'ils découvrirent que Dick était mort. Soupçonnant un acte criminel, ils se sont réunis pour déterminer qui parmi eux pourrait être le tueur.
Issei Hariga était le propriétaire d'un salon populaire, connu pour ses compétences exceptionnelles en matière de coupe de cheveux. Un jour, un journaliste a décidé de couvrir l'histoire de la vie d'Issei, attirant encore plus l'attention sur ses talents. Alors qu'Issei passait sa journée, il rencontra de manière inattendue Arnie, une femme aux cheveux longs qui avait assassiné sa sœur cadette, Sanae, dans le passé. Issei, armé d'une arme à feu, a tiré sur Arnie, mais le coup n'a pas semblé la blesser. Au lieu de cela, Arnie s'est approché d'Issei et a sorti une épée Nebestigma de son estomac, le poignardant avec avant de disparaître. Alors que les tensions montaient sur le navire, Yasuko et ses camarades se sont retrouvés dans une lutte désespérée pour le contrôle du trésor nouvellement découvert. Dans le chaos, Billy s'est retourné contre son propre équipage, tuant brutalement ses collègues un par un. Mais alors qu'il se rapprochait de Yasuko, elle s'est soudainement retrouvée à tomber par-dessus bord et dans les profondeurs glacées de l'océan. Alors qu'elle se battait pour sa vie, Yasuko a entendu le faible appel du marteau de Galon, une arme légendaire censée reposer au fond de la mer. De toutes ses forces, Yasuko nagea vers le marteau, déterminée à réclamer son pouvoir pour elle-même. Et avec la force que lui a conféré l'ancien artefact, Yasuko est retournée au navire et a fait face à son perfide coéquipier, le frappant d'un seul coup du puissant marteau. Le lendemain, Yasuko est retournée sur le continent et a rendu visite au salon d'Issei pour se faire soigner les cheveux. Elle ne savait pas que Miki et Marcus avaient reçu une mission secrète des Shoshide pour récupérer une arme ancienne connue sous le nom de légendaire hallebarde. Kyoka a donné à Yasuko les détails de la mission, expliquant que Miki et Marcus avaient été envoyés à la société du groupe Sekiya, où l'arme était détenue. Il semble que le PDG de l'entreprise, Shuntaro Sekiya, ait obtenu la hallebarde d'un riche marchand. Maintenant, Miki et Marcus avaient été chargés de se faufiler dans l'entreprise et de récupérer l'arme puissante. L'agent Mina Hiraya, l'amante de Miki, s'était déjà infiltrée dans la compagnie de Sekiya et se faisait passer pour l'infirmière de Shuntaro. Lorsque Miki et Marcus sont arrivés à l'entreprise, Mina leur a fourni des informations vitales, l'arme hallebarde était conservée dans un caveau souterrain. Grâce au pouvoir de l'épée azote, Miki et Marcus ont pu rendre leur corps invisible et se faufiler dans le coffre-fort sans être détectés. Cependant, alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la chambre souterraine sécurisée, ils ont réalisé que le coffre-fort était en couche et qu'ils auraient besoin d'un mot de passe pour ouvrir la deuxième porte. Alors que le gaz toxique commençait à remplir la pièce, Miki savait qu'il devait agir rapidement. Elle a rapidement contacté Mina, lui demandant d'obtenir le mot de passe de la deuxième porte du caveau souterrain. Pendant ce temps, Marcus a tenté de forcer la porte avec son épée azote, mais en vain. Mina, qui avait été attrapée par Shuntaro après avoir réalisé qu'elle tentait de voler la hallebarde, a averti Miki et Marcus du danger dans lequel ils se trouvaient. Elle les a informés que des gardes étaient en route vers la voûte souterraine. Avec cette connaissance, Miki et Marcus savaient qu'ils devaient être très prudents alors qu'ils essayaient de trouver un moyen de sortir du coffre-fort fortement gardé. Les gardes ont fouillé le caveau souterrain, mais Miki et Marcus étaient déjà échappés par un puits de ventilation. Pendant ce temps, dans son bureau, Shuntaro a récupéré l'arme hallebarde de sa cachette et visait à tuer Mina. Mais Miki est arrivé juste à temps, interceptant le coup mortel et prenant le coup sur son épaule. Alors que Shuntaro se tournait pour faire face à cette nouvelle menace, Marcus se faufila derrière lui, prêt à frapper avec l'épée azote. La bataille qui a suivi s'est terminée par la mort de Shuntaro et l'arme hallebarde s'est liée à Miki, lui causant une grande douleur. Malgré leurs blessures, les trois agents ont réussi à s'échapper et à se réfugier. Alors que Miki se rétablissait, Mina suggéra qu'il retourne au quartier général de Shoshide. Mais Miki hésitait à retourner au quartier général de Shoshide, car il savait qu'il serait replacé dans un tube cryogénique et mis dans un sommeil froid. Il ne voulait pas être séparé de Mina pendant un temps incertain. Ainsi, avant de retourner au siège, Marcus a donné à Miki et Mina un peu de temps pour s'amuser au parc d'attractions. Au fur et à mesure qu'ils passaient du temps ensemble, le pouvoir démoniaque de l'arme hallebarde dans le corps de Miki a commencé à devenir de plus en plus instable. Craignant pour la sécurité de Mina, Miki lui a demandé de rester loin de lui jusqu'à ce qu'il puisse trouver un moyen de contrôler la puissance de l'arme. Alors que Miki commençait à se transformer en Buzoma, Ishiju et Gei sont arrivés pour lutter contre les forces du mal qui le dévoraient. Bien qu'Ishiju ait été maîtrisé par Miki, Gei a réussi à récupérer l'âme de son ami et à l'amener au siège de Shoshide pour un examen. Après examen, il a été déterminé que Miki deviendrait inévitablement un Buzoma, il a donc été placé dans un tube cryogénique pour être congelé. Marcus, qui risquait également de se transformer en Buzoma, a également été gelé. Les deux hommes ont été placés dans un sommeil froid afin d'empêcher la transformation de se produire. De retour chez Amon, Sayaka luttait toujours contre le fait que Gei devait partir. Elle a soutenu que Gei devrait pouvoir mener une vie normale comme n'importe quel autre humain. Mais Gei a essayé d'expliquer que tout cela faisait partie du destin et qu'il devait aller là où son devoir l'appelait. Alors que Gei et Ishiju se sont assis pour dîner, Gei a demandé à Ishiju quelles étaient ses motivations pour rejoindre l'organisation Shoshide.
Ishiju a révélé qu'il voulait continuer à vivre en tant qu'humain et que le Shoshide pourrait l'aider à éviter de se transformer en Busoma, ce qui effacerait son identité même. Il a rappelé à Ge qu'ils devaient tous les deux être capables de contrôler les armes dans leur corps afin de protéger les personnes qu'ils aimaient. Le lendemain, alors que Sayaka rentrait de l'école à pied, elle a été approchée par Shine Matoba, qui lui a demandé de signer une pétition. Après avoir dit au revoir à Shine et poursuivi son chemin vers la maison, Sayaka a été confrontée à deux hommes à l'air grossier qui étaient grossiers avec elle. Shine, qui se trouvait à proximité, a tenté d'intervenir et de protéger Sayaka, mais a été brutalement battue par les hommes. Alors que les choses semblaient sans espoir, Midoriko est arrivée sur les lieux, distrayant les étudiants délinquants et semblant prête à s'amuser. Mais au grand choc de Sayaka, Midoriko a sorti une épée et a tué l'un des hommes, faisant fuir les autres hommes dans la terreur. Midoriko s'approcha de Sayaka et Shine, toujours sous l'emprise du pouvoir de l'épée. Elle balança sa lame vers eux, mais Ge apparut soudainement, utilisant l'épée Shiryu pour bloquer l'attaque. Pendant ce temps, Ishiju cherchait Ge, qui n'était pas revenu après avoir été envoyé faire des courses. À ce moment-là, il a été surpris de tomber sur Miura. Quand Ishiju a appelé le nom de Miura, l'homme a révélé que son identité actuelle était Zolgewin. Ishiju s'est rendu compte que Miura avait été complètement consumé par le pouvoir maléfique de l'épée Zolgewin et a essayé de le capturer. Cependant, Miura a réussi à s'échapper après que la main d'Ishiju ait été frappée par une onde radio, lui causant de la douleur. Alors que Ge continuait à combattre Midoriko, il a pu la blesser, la faisant fuir. Ensuite, Sayaka a supplié Ge de rentrer chez elle avec elle, mais il a refusé et l'a laissé derrière, les larmes coulant sur son visage. Le lendemain, Sayaka a été surprise de découvrir que Shine était devenu son camarade de classe, présenté par leur professeur comme un nouvel élève. Au siège de Shoshide, Mina a subi une transformation, prenant un nouveau visage et une nouvelle identité en tant qu'Aya Takagi. Elle a rencontré Marcus, qui venait d'être retiré du tube cryogénique, pour lui prodiguer des conseils. Alors que Marcus et Aya parlaient, il a été choqué de réaliser que son visage était similaire à celui d'une femme qu'il connaissait nommée Erika Saiki. Il s'est confié à Aya sur ses craintes de se transformer en Busoma, mais elle l'a rassuré que les Shoshide feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour l'aider. Alors qu'Ishiju et Ge se dirigeaient vers le quartier général de Shoshide, Ishiju a expliqué que les chrysalides, ou les personnes qui ont été complètement consumées par leur arme, ne peuvent pas être guéries. Les cas de Sage Alma, ou de personnes qui ont réussi à maîtriser leur arme, et les armes cristallisées à l'extérieur comme Ge, sont extrêmement rares. Pendant ce temps, à l'école, Shine se faisait rapidement des amis grâce à sa capacité à parler anglais. Cependant, Nomura et son groupe ne l'aimaient pas et l'intimidaient pendant la récréation. Sayaka, qui a été témoin de l'incident, est intervenu pour aider Shine en faisant semblant de signaler l'intimidation à l'école. Shine était reconnaissant pour son aide et a posé des questions sur Ge, qu'il avait précédemment sauvé de l'attaque de Midoriko. Sayaka a révélé qu'elle considérait Ge comme un jeune frère. En arrivant au siège de Shoshide, Ge a été présenté à Kyoka, qui a réprimandé Ishiju pour ne pas avoir accompagné Ge au siège après l'avoir sauvé. Ishiju a expliqué qu'il ne voulait pas être gelé en premier parce qu'il voulait sauver Miura, qui avait été contrôlé par le pouvoir de l'épée Zolgewin. Mais Kyoka l'interdit, avertissant que si Ishiju revenait au combat, cela ne ferait qu'accélérer sa transformation en Busoma. Lorsque Kyoka a présenté la demande d'Ishiju de combattre Zolgewin au chef des Shoshide, il ne savait pas s'il serait en mesure de réussir. Zolgewin avait déjà vaincu de nombreuses chrysalides et était un adversaire redoutable. Au cours de la réunion, Kyoka a appris qu'un médicament capable de transformer un Busoma en un humain ordinaire avait été mis au point et serait testé sur Zolgewin. Juste à ce moment-là, une attaque contre le quartier général de Shoshide a été détectée et il a été révélé que Miura, maintenant entièrement transformé en Zolgewin, était l'assaillant. Plusieurs troupes de la garde Shoshide ont été déployées pour l'arrêter, mais Miura les a facilement vaincus et a semé le chaos dans la base. Kyoka, Ishiju et Ge ont regardé l'attaque se dérouler sur un écran dans la pièce principale du quartier général. Alors qu'ils regardaient l'attaque, Ishiju a raconté à Kyoka son enfance avec Miura, expliquant qu'il était un ami de confiance malgré son apparence paresseuse. Kyoka a admis que son père ne lui avait pas beaucoup parlé d'Ishiju, mais elle a fait confiance à son jugement. Après qu'Ishiju ait convaincu Kyoka qu'il pouvait sauver Miura, elle lui a accordé la permission de combattre son père. Ishiju a ensuite invité Ge à le rejoindre pour affronter Miura, qui causait des destructions à l'extérieur du quartier général. Ensemble, les deux hommes partent affronter le puissant Busoma. Alors qu'Ishiju s'approchait de Miura, il demanda à Ge de rester en arrière, sachant qu'il aurait besoin de combattre Miura seul. Il a sorti son arme à disque et a demandé à Ge de le tuer s'il se transformait en Busoma. Miura a attaqué Ishiju, qui a riposté en lui lançant des disques. Pendant le combat, Ishiju s'est souvenu de son passé et a eu une conversation avec Miura, qui a posé des questions sur la peur d'Ishiju de devenir un Busoma. Ishiju a dit à Miura qu'il n'avait pas peur, confiant dans son esprit fort et sa détermination à lutter contre la transformation.
Il a même dit à Miura que si le pire arrivait et qu'il se transformait en Busoma, il demanderait à Miura de mettre fin à ses jours. Miura a demandé à Ishiju ce qu'il ferait s'il se transformait lui aussi en Busoma. Ishiju a répondu qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour ramener Miura à ses sens. Alors que Kyoka regardait le combat entre Miura et Ishiju, elle supplia silencieusement Ishiju de sauver son père. À l'extérieur de la base, la bataille faisait rage alors qu'Ishiju continuait d'utiliser ses disques pour se défendre contre les puissantes attaques de l'épée Zolgewin. Il a même commencé à former un disque plus grand pour terminer le combat. Cependant, sa force est soudainement affaiblie et Miura a saisi l'opportunité de contre-attaquer, en voyant Ishiju voler. Alors que Miura, maintenant complètement transformé en Busoma, se préparait à tuer Ishiju, Ge arriva pour le sauver. Utilisant l'épée Shiryu toujours dans son corps, Ge a essayé de bloquer l'attaque de Miura et a exhorté Ishiju à accepter son aide. Sachant qu'il ne serait pas capable de combattre seul le pouvoir de Miura. Ensemble, Ishiju et Ge ont lancé plusieurs attaques sur Miura, le faisant battre en retraite. Cependant, ils ont ensuite été confrontés à une autre figure de Busoma nommée Grim, et Miura a semblé rendre hommage à Grim, qu'il a réprimandé pour avoir presque perdu l'épée Zolgewin. Les deux Busoma se sont affrontés contre Ishiju et Ge, leurs armes puissantes prêtes. En voyant Grim, Ge réalisa que ce Busoma était encore plus fort que Miura. Ishiju a expliqué que Grim était le dirigeant des Busoma dans le monde et une figure très dangereuse. Il a demandé à Ge de lui laisser le combat et de se retirer en lieu sûr. Cependant, Grim a félicité Ishiju et Ge pour leur bravoure, même s'il savait qu'il avait une force bien plus grande qu'eux. Il leur a alors demandé de rejoindre les Busoma, mais ils ont refusé et ont attaqué Grim avec toute leur force restante. Les deux humains se sont battus courageusement contre le puissant Busoma, déterminés à protéger leur monde de la menace des créatures démoniaques. Alors que le combat se poursuivait, Ishiju remarqua que Ge luttait pour résister au pouvoir maléfique de l'épée Shiryu. Malgré ses efforts, Ge s'est finalement transformé en Busoma, son humanité consumée par l'énergie malveillante de l'arme. Ishiju a essayé de bloquer l'attaque de Ge sur Grim, mais il a été touché par l'épée Shiryu et une lumière brillante est apparue au milieu du combat. Lorsque la lumière s'est estompée, Ge était allongé inconscient et de retour sous sa forme humaine. Pendant ce temps, une silhouette de Busoma a été vue debout devant lui, émergeant de la lumière. Le message moral de l'anime est de lutter contre la tentation de faire le mal et de s'efforcer d'être le meilleur de nous-mêmes.